Bienvenue à chacune et chacun dans ce joyau culturel de Clermont-Ferrand. Au regard du parterre de personnalités réunies ce soir et ne voulant oublier personne, je me permets de vous dire plus simplement, mais nous sommes entre nous, bonsoir à vous mesdames, bonsoir à vous messieurs. Je n'oublie pas les internautes qui nous suivent en direct live sur les réseaux sociaux et un certain nombre de sites, notamment celui de la ville de Clermont-Ferrand dont je remercie les équipes de communication, mais également les chaînes YouTube Marc Productions et Vue d'Auvergne. Vue d'Auvergne qui depuis 6 ans s'attache à mettre le patrimoine en valeur à travers des films, des soirées comme celle de ce soir dans des lieux d'exception. Vue d'Auvergne, c'est aussi et très prochainement un livre, on en reparlera tout à l'heure. Cette soirée va nous conduire sur les chemins de l'art, ceux de la musique, des textes, des poèmes. Patrick Poivre d'Arvor, les musiciens de l'Orchestre National d'Auvergne, dirigé par Roberto Forès, Cécile Coulon et Olivier Bianchi seront nos invités exceptionnels. Je vous demande déjà de tous les applaudir. Cette soirée est née de la volonté du cabinet Barthélemy de mettre notre territoire et la culture à l'honneur. J'accueille maître Philippe Pateau, avocat associé et directeur général du cabinet. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Cher Marc-Alexis, vous nous permettez, aux côtés de Vue d'Auvergne, de partager ce soir un moment d'exception au sein de ce magnifique écrin qu'est l'Opéra de Clermont-Ferrand. Et je remercie d'ores et déjà Monsieur le maire qui sera là dans quelques minutes d'avoir rendu possible cette soirée qui s'annonce grâce à vous magnifique. Madame, Monsieur, nous vous remercions très chaleureusement d'avoir accepté de partager ce moment avec nous ce soir. Vous avez répondu en nombre, l'opéra est complet. Au nom du cabinet Barthélemy, je souhaitais naturellement remercier l'Orchestre National d'Auvergne, son chef, Roberto Forès, la présidente, Madame Edith Caillard, la déléguée générale, Madame Lila Forcade, qui est avec nous ce soir, bien évidemment l'ensemble des musiciens, accompagnés par, vous l'avez entendu, 2 intervenants d'exception que je remercie vivement de s'être enthousiasmé, Marc-Alexis, pour cette manifestation. Monsieur Patrick Poivre d'Arvor, qui nous expliquera que l'Auvergne fait aussi partie de son histoire familiale, et Madame Cécile Coulon, qui s'inscrit brillamment dans la lignée des écrivains qui ont vu le jour sur cette terre et dont le talent les a portés bien au-delà de notre territoire. Merci Madame, merci Monsieur. Nous partageons le même attachement à la terre d'Auvergne. Pourquoi justement ce lien avec aussi la collection que nous portons, Vue d'Auvergne? De nos nombreux échanges, Marc-Alexis, de votre déjà longue collaboration avec le cabinet tout entier sur bien d'autres projets, je crois avoir retenu que Vue d'Auvergne, plus de 20 manifestations déjà. Et 24 films au total. Et 24 films, de très beaux films que je vous recommande de voir sur YouTube, vise en fait à associer notre patrimoine architectural auvergnat à des parcours exceptionnels, tant sur le plan artistique, professionnel que sportif. Je crois pouvoir dire avec beaucoup d'humilité que le cabinet Barthélemy s'inscrit parfaitement dans ce parcours, débuté en terre auvergnate il y a près de 50 ans. Jacques Barthélemy, notre fondateur, est avec nous ce soir. Je lui demanderai de se lever, évidemment de l'ovationner. Jacques Barthélemy. Œuvre poursuivie par un autre Auvergnat pure souche, qui est aussi avec nous ce soir, mais c'est bien naturel puisque c'est un Auvergnat pratiquant et qui a assuré la présidence du cabinet pendant plus de 10 ans, Michel Morand. Michel, si vous voulez bien. Michel Morand. Vous l'avez compris, les forces vives du cabinet sont à Clermont. Fort de cet ancrage auvergnat,
le cabinet n'a eu de cesse dès son origine. Et je sais qu'un ouvrage sur l'histoire du cabinet est en route, Jacques. D'essaimer partout en France, en tout cas partout en métropole, et nous sommes aujourd'hui présents dans 18 grandes villes de France, mais en conservant notre siège social à Clermont, en suivant l'exemple brillant d'une grande entreprise mondiale bien connue ici. Dignement représenté par plusieurs de ses dirigeants aussi ici ce soir. Et je les remercie. Le cabinet Barthélemy, une belle histoire, une belle réussite, plus de 110 avocats, près de 200 collaborateurs. Écoutez la suite. Prix en 2019 du meilleur cabinet français en droit social et du meilleur cabinet français en région en 2019. Ça, c'est pour l'humilité. Voilà, pour le monde du droit. Récompensé également, il y a quelques jours encore, comme l'un des meilleurs cabinets d'avocats français par le magazine Le Point. Qu'est-ce qui vous distingue des autres? Question difficile, mais je crois que nous aimons à nous définir avant tout comme une entreprise humaine qui se vit en interne, bien avant d'être un cabinet d'avocats, comme une entreprise, avec ses joies, ses peines, ses succès, ses difficultés, ce qui nous associe sans aucun doute au monde de l'entreprise dans sa vocation première à assurer l'épanouissement à la fois matériel et intellectuel de l'ensemble de nos collaborateurs. Mais le cabinet Barthélemy, me semble-t-il, c'est bien plus que cela. Sa notoriété installée au fil des années lui donne une responsabilité supplémentaire, celle de porter, Jacques, des convictions que nous pouvons énoncer comme suit. Alors j'ai un peu de pression puisque devant le fondateur, résumer les convictions du cabinet, c'est une pression supplémentaire. On les voit à peine, nos amis, nos 450 amis, on les voit à peine. Que je vais énoncer en quelques phrases pour ne pas être trop long. Il n'y a pas d'entreprise pérenne sans la contribution essentielle des femmes et les hommes qui la composent. C'est un premier principe qui nous est cher. L'intérêt général doit l'emporter sur la somme des intérêts particuliers, pour autant que la dignité de chacun soit respectée. L'entreprise se doit d'être le creuset des solidarités professionnelles, générationnelles, sociales et économiques contre l'individualisme grandissant. Les partenaires sociaux ont une place essentielle, mais aussi une responsabilité première pour construire ensemble ces solidarités mises à mal par les nouvelles technologies de l'information et par la montée en puissance de l'intelligence artificielle avec ses conséquences sur l'emploi et sur les modalités du travail lui-même. Donc face à ces défis, nous pensons, et nous avons biberonné Barthélemy, nous pensons que le juriste ne doit pas se contenter de dire le droit ou de le critiquer, mais se doit d'innover avec les partenaires sociaux en imaginant l'avenir. Je crois que mes associés présents ici partagent sans doute avec vous intimement ces convictions qui ressortent du registre des valeurs humaines les plus universelles, et donc je vais citer mes associés clermontois qui sont dans la salle. Alors Michel Morand, je ne le recite plus. Philippe Morin, s'il veut bien lever la main, qu'on le voit, voilà, au 3e rang. Valérie Bardin, où est-elle? Elle est là. Thierry Autier, où est-il? On voit, hein. Ils sont tous là. Hugues Lapalu. Jean-Julien Jarry, que je n'ai pas croisé ce soir, il est là. Vincent Prunevielle, je ne sais pas où il est, je l'ai croisé, il est là. Accompagné par l'ensemble des collaborateurs qui ne m'en voudront pas de ne pas pouvoir les citer tous ce soir. Et là, je vous interromps parce qu'on va voir une jolie photo. Ah oui, alors voilà. Voilà, on regarde la photo, celle de tous vos collaborateurs et associés de Clermont. Voilà, vous êtes beaux. Un dernier mot pour remercier nos assistantes qui se sont aussi enthousiasmées pour cette soirée. Et un petit mot particulier pour Nathalie. Merci Nathalie. Je ne sais pas où elle est. Merci Nathalie. Accompagnée par Virginie et toutes les autres, bien évidemment. Je vous souhaite un très beau moment de grâce et donc une très belle soirée. Merci. Merci beaucoup. Philippe Pateau. J'en profite pour remercier aussi mes collaboratrices
qui m'ont accompagné dans l'organisation de cette soirée, Françoise Perret-Bernard, Marité Ribeiro et Fanny Godwin. Réalisation de la soirée, on lui fait un petit coucou. Il nous suit d'émission en émission, mais vous ne le voyez pas, il est derrière les caméras. Éric Morchaiser. Patrick Poivre d'Arvor nous fait l'honneur et l'amitié d'être présent ce soir. Patrick Poivre d'Arvor. Merci Patrick d'être avec nous. Hier, tu étais à Cannes. Demain matin, tu repars par Reims. Nous avons pris date il y a déjà plusieurs mois et tu m'as dit je serai là. Tu es là. Merci beaucoup d'être avec nous. Tu as dit oui sans hésiter. Nous t'écouterons nous dire des poèmes en musique grâce aux musiciens de l'Orchestre national d'Auvergne et donc Roberto Forès. Mais parlons un petit peu de ton attachement à cette terre d'Auvergne que nous aimons tous. Tu as des origines auvergnates. Une date. Elle est très importante pour toi. Samedi 30 novembre 2013, la ville de Pionça a profité de l'inauguration d'un nouveau quartier pour baptiser une rue du nom de Jean d'Arvor, ton grand-père. Tu étais présent à cette inauguration accompagné de ta sœur, je crois, Catherine, de ton frère Olivier, de ton fils François. Des moments importants lorsque tu reviens en Auvergne ? Oui, parce que c'est la terre de mes ancêtres. C'est la terre de mes ancêtres côté donc maternel. Puisque mon grand-père, qui s'appelait Jean Jeuge, de son vrai nom, et Jean d'Arvor de son nom de plume, était né à Pionça, en effet. Il était orphelin de père et de mère. Il s'est enfui de chez sa grand-mère, qui apparemment ne l'aimait pas beaucoup, pour aller commencer à travailler à l'âge de 10-11 ans à Montluçon, puis à Clermont-Ferrand. Et il a pris des cours le soir pour lire et écrire, ce qu'il ne savait pas. Et après, il est devenu poète. Et après, il s'est présenté dans de très multiples académies. Et c'est certainement lui qui m'a donné l'envie d'écrire à mon tour et surtout de croire en mon destin. Parce qu'il n'avait vraiment rien pour lui. Et il est arrivé au sommet. Et je suis vraiment très, très fier. Deviens ce que tu es, comme disait François Michelin, et Jean d'Arvor. Ben oui, mais c'est très, très important. De voir qu'aujourd'hui, à la médiathèque de Pionça, il y a des poèmes de mon grand-père, ça me rend heureux. Puis ma grand-mère est née à Évaux-les-Bains, pas très loin d'ici non plus. Donc je me sens quand même d'une terre... voilà, il y a ma partie bretonne et il y a ma partie auvergnate. Mais je suis né à Reims, en plus, pour compliquer tout. Voilà. Un poète, avons-nous dit, tu as prêté ta voix et ton visage à un film visible à Vulcania que tous les Puy-d'Aumois ont vu et dans lequel tu nous annonces une prochaine éruption. Tu te souviens de ça ? Oui, j'exagérais un peu là quand même. Ah ben t'étais au journal de 20h de Vulcania. Hein. L'éruption n'est toujours pas arrivée et j'espère qu'elle n'arrivera pas. Ce que nous savons peut-être moins les uns les autres, c'est que ton grand-père t'avait précédé dans l'exercice, mais lui par la poésie. J'ai retrouvé un texte de Jean d'Arvor, « Ô mon pays, ô mont d'Auvergne où je suis né, dôme offrant ». Tu veux bien le lire ? Ah bah oui. Alors, ô mon pays, ô mont d'Auvergne où je suis né, dôme offrant au ciel vos terrestres mamelles et vos pics couronnés de neiges éternelles, ô combien je vous aime, en fils passionné, magnifique géant dans l'espace égrené, tête des sourds volcans aux profondeurs rebelles, garderez-vous toujours vos fauves étincelles, votre feu, votre lave, ainsi discipliné. Je crois que ça continue aussi, il me semble. Tout à fait, tu connais ça par cœur. Merci de t'être prêté au jeu. On s'était rencontrés justement autour de Vue d'Auvergne il y a quelques années. Pour toi, c'est important de montrer aussi à travers des images nos racines. Je dis non, nos racines d'Auvergne. Toi, tu es un vrai Auvergnat, moi je suis un faux Auvergnat. Mais on l'est de cœur tous les deux. Non, bien sûr, et puis ce que j'aime beaucoup, c'est ta démarche. On parle de racines donc, qui s'enfoncent dans la terre, mais ce qui est important aussi, c'est ce qu'on voit du ciel. Et ce qu'on voit du ciel est absolument magnifique, parce que j'ai vraiment fait campagne avec un certain nombre d'élus qui sont ici présents pour que les monts d'Auvergne arrivent dans le patrimoine de l'UNESCO, et puis... on a fini par gagner, mais c'était compliqué. Hein. Et c'est vrai que quand on voit les choses de haut, on s'aperçoit que ce pays est magnifique.
juste, il a un petit peu besoin d'être désenclavé, parce que ça l'aiderait beaucoup. Mais c'est un pays magnifique et ses habitants sont des gens rares et j'aime beaucoup. J'étais venu il y a quelques années dans ce même grand opéra, donc avec l'orchestre qui n'était pas encore national, parce qu'il vient de le devenir, là il était régional. C'est tout récent. Et donc je suis très fier qu'il soit devenu national aujourd'hui. Et j'avais aidé une association qui s'appelait l'Auvergne pour un enfant et j'ai vu combien il y avait de la générosité dans le cœur des Auvergnats. Tu as écrit plein de livres, j'en ai choisi un peu pas complètement par hasard, Un homme en fuite, paru en 2015 chez Robert Laffont. C'est un livre dans lequel tu racontes l'histoire d'un homme voulant fuir sa vie et probablement lui-même. Et tu écris, il attendit qu'il n'y ait plus aucun bruit dans la maison pour se mettre à rassembler ses affaires. Il choisit de n'emporter que des livres qui comptaient pour lui. Tu me vois arriver ? Quand je t'ai vu arriver à l'aéroport tout à l'heure, tu avais un tout petit bagage. Il y a quel livre dedans ? Il y a un livre que je suis en train de préfacer. Il y a un livre que je suis en train d'écrire, c'est-à-dire c'est la suite de celui qui est sorti il y a quelques mois, qui s'appelle La vengeance du loup, l'histoire d'un petit garçon qui veut devenir président de la République. Alors vous connaissez ça ici, parce que vous en avez eu un quand même, mine de rien. Deux. Bien sûr, évidemment. Et puis voilà, et puis des livres en effet qu'on m'a envoyés pour que je puisse en parler dans mon émission de CNews et dans celle de France 5. Merci d'avoir accepté d'être avec nous. Puisque nous parlons journalisme, je me permets aussi de saluer les partenaires médias de Vue d'Auvergne. Merci à Info Magazine, au journal numérique local Journal de l'Écho, qui vous offre un regard sur l'actualité économique chaque matin, et Double Face, avec son regard culturel. Tous nous accompagnent dans notre mission au service des territoires. On va accueillir sous vos applaudissements les mots et les notes avec les musiciens de l'Orchestre national d'Auvergne, et on retrouvera Patrick dans un moment. Merci. C'était pas prévu, il vaut mieux en rire. Alors là, je vais vivre un rêve d'ado. Je vais interviewer en improvisation Patrick Poivre d'Arvor. Non, parce qu'il faut combler. Voilà. Il faut meubler. C'est que l'orchestre n'est pas prêt. Et donc, j'ai vu mon pauvre Marc Alexis, et il avait l'air en panique. Mais non, c'est pas plus grave que ça. C'est les joies du direct. On connaît tous ça. Tu l'as vécu plusieurs fois, ça. Oui, on ne va pas revenir trop sur des expériences parfois douloureuses, mais c'est comme ça, c'est la vie. Je me souviens, par exemple, une fois, je devais lancer 4 ou 5 ou 6 sujets même, avant d'avoir un invité, qui était le ministre des Finances de l'époque, qui s'appelait Pierre Bérégovoy. Et il se trouve, je lance le premier sujet, le sujet n'arrive pas, je lance un deuxième, il n'arrive pas. Et à ce moment-là, on avait ce qu'on appelait le télécinéma, donc il y avait un film sur le truc, le numéro 2 là, puis après le 3 il était... Donc si le 1 et le 2 partaient pas, ça voulait dire le 3, le 4, le 5, rien ne partirait. Et donc je me suis tourné au bout d'1 minute vers mon invité qui était stupéfait d'intervenir si haut dans le journal, et puis qui a été d'ailleurs brillant. Et qui a été super sympa. Oui, il était heureux, voilà, comme tu l'es ce soir avec moi. Tu faisais comment, toi, pour prendre le 20h, entre guillemets, en main ? Tu t'installais longtemps avant dans le fauteuil ou pendant le générique ? Non, moi je m'entendais, oui, j'aimais pas du tout l'idée de me retrouver très très en amont. Donc j'avais besoin de garder l'adrénaline, et puis un peu comme quand on saute en parachute, se retrouver comme ça dans cette situation où on a quand même tout son influx, et en général on donne le meilleur de soi-même. Moi je vais vous dire un mot quand même sur ce chef. Bon, vous allez me dire, il tarde un peu, bon, il est espagnol, c'est normal, il est un peu décalé par rapport Roberto à nos horaires. Forés. Oui, Roberto Forés, c'est vraiment un homme formidable. Je l'ai vu lors de la répétition,
Et il a choisi, dans la deuxième partie du programme, il a choisi forcément un compositeur de chez lui, Albéniz. Et c'est très beau parce que ce sont des poèmes d'amour. Et pour accompagner ces poèmes d'amour de Isaac Albéniz, moi je lirai d'autres poèmes d'amour. Alors c'est un peu plus spécial. C'est pas écrit par un Auvergnat, il s'appelle Armand Sylvestre, mais il a été polytechnicien, comme un de vos deux présidents de la République, voilà. Et puis il est rentré au ministère des Finances, mais je crois qu'il était sous-chef de service, donc c'était pas, voilà, il n'a pas connu les destins brillants de celui auquel on pense. Mais c'est un joli programme, vous allez voir, c'est un programme qui met en valeur cet orchestre magnifique. Donc ça c'est dans la première partie, et puis dans la deuxième partie, il y aura donc mon intervention avec Roberto à la baguette. Qu'est-ce qui t'a donné envie justement de te produire sur les scènes, de te confronter au public, parce que les caméras empêchent justement d'être en contact direct et physique avec le public. Le jour où tu arrêtes la télévision, tu montes sur scène, tu avais déjà un petit peu commencé, et tu montes un peu plus sur scène encore. Oui, c'est vrai que bon, tous les soirs, c'était à peu près à cette heure-ci. Vous voyez, le pire, c'est que c'est vrai. Dans 6 minutes, normalement, j'ai eu le droit à ça pendant 29 ans de ma vie. C'était 7 ans, 8 ans même sur la 2, et ensuite 21 ans sur la 1. Et figurez-vous que lorsque j'ai arrêté il y a 11 ans maintenant, et pendant très longtemps, j'avais une sorte d'horloge biologique qui faisait que je me retrouve en Thaïlande, en Océanie, tout d'un coup, je me dis, mais c'est l'heure du journal. Et même avec le décalage horaire, j'étais à peu près pile poil. C'est très étrange. Bon, ça y est, maintenant, c'est passé. Sauf que je suis obligé de faire le mariole pour aider mon ami Marc-Alexis à attendre l'orchestre. Nous attendons ensemble avec 450 personnes en direct, c'est en live sur les réseaux sociaux. Ce plaisir, ce bonheur que tu as eu à trouver le public. Oui, c'était fort. Bon, mais c'était fort simplement. Bon, il y avait à l'époque 10, 15 millions de téléspectateurs. C'était énorme, mais je ne les voyais pas. Je voyais juste l'écran. Bravo, vous meublez très bien. Oui, très bien. Et ça va me permettre aussi de réparer quelque chose. Mais bon, allez-y. D'accord. Je termine mon histoire et je laisse passer. Je donnerai la parole à mon avocat. Et donc, il se trouvait que finalement, on se retrouvait dans cette situation un petit peu délicate, quoi, et que je ne voyais qu'un caméraman. Et un caméraman, mon premier caméraman, c'était quelqu'un qui avait toujours une obsession, c'était de réussir à prendre le tram au bon moment. Et donc, il était déjà tout habillé pour partir. Et de temps en temps, il avait même sa baguette de pain. Et donc, il me filmait comme ça avec sa baguette de pain. Un truc, ça, c'est pas très motivant, mais je ne voyais que lui. Alors que plus tard, j'ai vu dans des salles comme ici où j'ai joué, je me suis produit avec Jean-Philippe Collard notamment, j'ai vu les réactions des gens et ça c'est formidable. Tu en as besoin? Oui, j'aime ça parce que c'est formidable Ça crée un stress supplémentaire? Oui, oh non, c'est pas uniquement le stress, mais c'est l'émotion de pouvoir jouer. Il dit ça, mais il était très concentré dans sa loge tout à l'heure. Oui, voir jouer et les mots, sur les mots, on joue sur les notes aussi et on voit des émotions qui s'additionnent et ça rend très très heureux et on voit souvent le retour du public et voilà, ça m'a rendu très heureux. Reste avec nous, elle n'est pas tout à fait 20h. Non, voilà. Sous le coup de l'émotion, mais vous savez qu'on garde toujours le meilleur pour la fin, j'ai oublié de citer 2 de mes associés. Ils m'en excusent. Cher Patrick, chère Séverine, Patrick Puzeau, où es-tu? En plus, ils sont l'un à côté de l'autre, voilà. Chère Séverine, et qui donc? Est-ce que j'en ai encore oublié? Qui? Sandra Magnodex. Allez où? Comme quoi on devrait toujours travailler avec un papier sous les yeux. Vous m'excuserez. Est-ce que l'orchestre est prêt? Pas complètement. Il n'est pas tout à fait 20h. Il y a quand même quelques démissions au sein du cabinet, hein, donc il y en a déjà 3 de moins. Hein. D'accord. Ton actualité, CNews, Radio Classique. Alors, Radio Classique, c'est fini, mais CNews, c'est une émission littéraire qui a lieu tous les week-ends, qu'on diffuse 4 fois par week-end,
parce que j'aime vraiment essayer de faire aimer le livre au maximum, au plus grand nombre de gens. Et puis je démarre, comme depuis maintenant 10 ans, une émission qui va passer à partir du mois prochain, qui s'appelle Une maison, un artiste, qui passe sur France 5, où je raconte un artiste. Bon, au début, c'était que des écrivains, mais à travers sa maison. Et donc tu vas chez l'artiste ? Voilà, je suis le directeur de collection, narrateur, j'apparais pas, mais je suis heureux de raconter. Bon, ils sont tous morts en général, donc il ne faut pas candidater, mais ça me rend heureux, puis je crois que ça rend heureux les téléspectateurs, d'après ce qu'ils nous disent. Voilà. Alors, on est en live, donc je vais demander le générique de Vue d'Auvergne. Il est 20h et tu vas nous la faire comme à la télé pendant des années. Madame, monsieur, bonsoir, l'Orchestre National d'Auvergne. Oui, alors je ne disais pas madame, monsieur, mais je disais mesdames, messieurs. À un moment donné, j'ai dit mesdemoiselles, mais bon, j'ai condensé. Attends le générique. Eric, générique. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver. Dans un instant, vous allez découvrir l'Orchestre National d'Auvergne et son grand chef, Roberto Forés. Patrick Poivre-d'Arvor.
direct sur les réseaux sociaux, le site de la ville de Clermont-Ferrand, les chaînes YouTube Vue d'Auvergne et Marc Productions. N'hésitez pas à relayer, mesdames, messieurs. Elle est célèbre et pourtant se fait discrète. Elle est une de nos fiertés d'Auvergne et les mots qu'elle nous offre dépassent les seules frontières de notre chaîne des Puys. Cécile n'avait que 16 ans lorsqu'elle fut éditée. En 2018, elle a reçu le prix Apollinaire de la poésie. Je vous invite à accueillir Cécile Coulon. Bonsoir Cécile. Bonsoir. Cécile, c'est pire qu'un ministre au niveau de son emploi du temps. Non. Oui, il faut que je fasse attention. Non, déjà que j'ai des problèmes avec le fisc, commence pas, quoi. Vraiment, attends. Elle aime les mots, je pense qu'on va passer un bon moment. Elle a un emploi du temps, c'est terrible, et il a fallu que cet emploi du temps, justement, fonctionne avec celui de tous nos invités. Tu es là, merci beaucoup. Apollinaire disait de l'art de la poésie et de celles et ceux qui la pratiquent, je le cite, « On peut être poète dans tous les domaines, il suffit que l'on soit aventureux et que l'on aille à la découverte. » Cécile, vers quelle découverte la poésie t'aura amené ? Quelle question. La poésie m'aura amené à la découverte de moi-même, ce qui est quand même un très très gros programme, qui est toujours pas terminé, qui ne se terminera jamais. Parce que quand vous commencez à écrire de la poésie et que vous en lisez, vous ne voyez plus le monde de la même façon. Et vous vous voyez différemment aussi, vous avez peut-être plus de bienveillance, peut-être plus de douceur aussi, peut-être beaucoup plus de discrétion qu'avant. On ne dirait pas comme ça parce que j'ai une botte de foin sur la tête. Hein. Non, ils sont très bien tes cheveux. Mais de manière générale, je pense que la poésie m'a appris à être beaucoup plus discrète qu'avant. Et à rester un petit peu dans mon coin, c'est-à-dire en Auvergne. Tu as commencé avec les romans, puis tu es allé vers la poésie. Tu as arrêté les romans ou pas ? Ah non. Non, au départ, ce qui était assez étrange, c'est que la poésie, c'était vraiment quelque chose que je pratiquais un peu comme un entraînement avant de sauter dans le grand bain des romans. Et il se trouve que l'année dernière, ce recueil de poèmes a bien trouvé son public, comme on dit. Et j'ai évidemment pas arrêté d'écrire des romans. Le prochain, un petit peu de pub au passage, le prochain arrive le 21 août. 2019, le titre s'appelle Une bête au paradis, vaste programme encore. Ça se passe pas en Auvergne, je suis absolument désolée pour ceux qui ont organisé cette soirée. Ça se passe dans le Limousin, mais c'est pas loin. Voilà. C'est super, le Limousin. Pour moi, c'est un autre pays, hein, mais voilà. Dis pas du mal du Limousin. Moi, je suis né à Limoges, alors dis pas du mal du Limousin. Ton premier succès d'auteur, tu l'as eu à seulement 16 ans. Cela ne nous rajeunit pas. Et oui, ni l'un ni l'autre. Avec Le voleur de vie, ce succès, est-il celui qui t'aura volé ton adolescence ou justement qui t'aura offert une nouvelle vie ponctuée de 1000 rencontres et de découvertes, comme le disait Apollinaire par sa citation ? Je crois pas que ça m'ait volé mon adolescence, puisque au contraire, j'ai eu l'impression de vivre une adolescence à 1000 à l'heure avec ce texte-là et ceux qui ont suivi. Disons que mon adolescence, je l'ai plus souvent passée dans les trains que dans les boîtes de nuit. Bon, après, ceux qui connaissent les boîtes de nuit à Clermont-Ferrand, voilà quoi. Mais vaut mieux être dans le train. Franchement, il y a plus d'ambiance dans le train, quoi. Surtout celui qui fait Paris-Clermont, parce qu'il s'arrête dans des endroits incroyables. Enchaîne. La SNCF est mon sponsor, merci. Oui, mais moi, je bosse avec la SNCF, alors enchaîne. Oui, mais je sais même que tu passes beaucoup de temps dans leur train, puisque des fois, on le prend ensemble. Donc, c'est vrai. Tu me comprends. Donc, c'est vrai que mon adolescence, moi, j'ai eu l'impression que j'étais catapultée dans un monde que je connaissais pas, et c'était à la fois génial, c'était tellement de rencontres, et c'est passé tellement vite. C'était il y a 12 ans en fait tout ça. Enfin, ouais, moi je me souviens de toi. Je n'ai vraiment pas quoi. 12 ans quoi. Oh la pauvre. Voilà. D'ailleurs, en parlant de ça, bon anniversaire puisque c'est ton anniversaire. C'était il y a quelques jours. Merci beaucoup. Bon anniversaire. Merci beaucoup. Moi, je me souviens d'une jeune fille timide lorsque je t'ai rencontrée pour la première fois. C'était à RCF. Tu venais avec Paul Colli, c'était ton éditeur. À l'époque, on le salue, Paul. Il nous regarde aussi régulièrement. Tu as des relations un peu spéciales avec les journalistes. Tu les aimes pas trop, tu les aimes. Pourquoi ? Pourtant, ce sont aussi des passeurs de mots. Je pense que ce que tu appelles de la timidité était en fait de la gêne à l'époque, parce que j'avais aucune idée de pourquoi j'étais là. Et ça, c'est une sensation que j'ai toujours. Donc, j'ai pas de problème avec les journalistes.
de manière générale, parce que déjà la plupart du temps je leur parle au téléphone, donc je les ai pas en face, donc je sais pas vraiment ce qu'ils pensent, et j'ai pas leur visage, donc je ne sais pas. Je pense qu'ils sont extrêmement importants, à la fois pour ma maison d'édition, pour moi, et dans le monde de manière générale. S'il n'y a pas de journaliste, il n'y a pas de connaissances, et s'il n'y a pas de connaissances, il n'y a pas de culture. On n'est pas là s'il n'y a pas de journaliste. Après, c'est toujours extrêmement ambigu le lien qu'on peut entretenir avec les femmes et les hommes qui font la promotion de nos textes, parce qu'on a toujours l'impression que dans les articles des journalistes, on pourrait mettre tellement plus de choses. Et en même temps, on leur dit 1000 fois merci de nous avoir un tout petit peu mis en lumière et de nous avoir aidés. Il y a des remarques qui ont pu te bloquer, te gêner, te meurtrir, des remarques de journalistes par rapport à certains de tes textes. Mais quand vous serez plus jeune, est-ce que vous allez quand même vendre des livres ? Ça, je l'ai beaucoup entendu. Quand vous serez plus jeune. Quand vous arrêterez d'être jeune, est-ce que vous vendrez encore des livres ? Ça, c'était quand même hyper dur d'entendre ça. Et en même temps, je la trouve hyper pertinente, cette question. Donc là, tel que vous me voyez, j'ai 75 ans. Voilà. Et j'ai bien l'intention de continuer à vendre des livres. Il y a eu ça qui a pu me gêner. Après, sinon, c'était toujours des choses sur le fait que je sois une fille. Faut arrêter, s'il y a des journalistes dans la salle, faut arrêter de demander aux femmes si ça les dérange d'être des femmes. Parce que c'est pas très intelligent comme question. Voilà. C'est pas du tout un truc qu'on dit aux hommes. Non, mais pardon, c'est le petit moment féministe, MeToo de la soirée. Mais c'est vrai que c'est vraiment la deuxième question qui m'a le plus marquée, c'était celle-là, à laquelle généralement je répondais tout simplement pas. Et sinon, c'était toujours sur la jeunesse. Pourquoi si on m'a demandé tout le temps pourquoi vous êtes jeune. Et comment répondre à pourquoi vous êtes jeune ? C'est comme si je vous disais, mais pourquoi vous êtes en costard, quoi. Enfin, c'était très bizarre. Et en fait, le problème, c'est que toutes les questions qui m'ont gênée, à l'époque, je n'avais pas du tout la répartie pour y répondre. Et aujourd'hui, alors, tu as la répartie ? Pourquoi je suis jeune ? Non, moi je ne te pose pas la question. Oh là là, j'ai trop peur. Oh là là. Moi, j'ai encore quelques années à cotiser, donc il ne faut pas que je m'arrête là comme ça tout de suite. Non, mais quand on me demande aujourd'hui pourquoi je suis jeune, je dis, vous savez, je ne le suis plus. Donc voilà, c'est la meilleure des réponses. Ton actualité aujourd'hui, Cécile ? Mon actualité, alors, j'ai donc publié ce recueil de poèmes Les Ronces, qui a obtenu le prix Apollinaire, donc je suis actuellement en tournée pour des lectures musicales des Ronces avec une actrice qui s'appelle Marie Bunel et un très très beau et musicien qui s'appelle Yannick Chambre, que les Clermontois connaissent. Je suis en train de promouvoir avant sa sortie mon nouveau roman, et je vais faire la promotion après sa sortie aussi. Et puis sinon, je suis très souvent au bar Le Massillon le samedi matin pour prendre mon café. Voilà, s'il y en a qui veulent venir discuter. Vue d'Auvergne, c'est ce qui nous anime et nous réunit ce soir. L'Auvergne, tu connais bien. Est-ce que cette région, c'est ta source d'inspiration, c'est l'écrin de ton talent, ou alors aussi c'est le refuge de tes fragilités ? Tu devrais écrire des poèmes, je pense. Merci. Il se trouve que l'Auvergne, c'est l'endroit où je suis née déjà. Et je ne sais pas si j'ai développé ce syndrome du blaireau dont je parlais il y a 1 an, tout juste ici, pour une conférence TED qui s'appelait « Faut-il partir pour réussir ?» Et j'expliquais que les blaireaux, c'était des animaux extrêmement intéressants parce qu'ils ne changent jamais de terrier. Et donc je disais à tout le monde, et moi en fait je suis un blaireau parce que je ne suis jamais partie d'ici. Et je suis assez fière d'être un blaireau. Et c'est vrai que pour moi, c'est à la fois un refuge, parce que parfois... Il y a plein de blaireaux, il y a plein de blaireaux dans la salle. Et c'est vrai que c'est un refuge pour moi ici. Je suis très bien en Auvergne. Je ne me suis jamais sentie aussi bien qu'en Auvergne. Et puis, ça a été pendant aussi très très longtemps l'endroit... J'ai appris à lire ici, j'ai appris à écrire ici, j'ai appris ce que c'était la nature, la vraie ici, j'ai appris à courir. Tu sais à quel point j'aime le sport, donc courir en Auvergne, aller éventuellement courir en Bretagne, c'est pas mal non plus. Mais l'Auvergne, ça reste un terrain de jeu intellectuel et physique flamboyant et ahurissant pour moi, et je continuerai à défendre cette terre et ces lieux jusqu'à ce que j'arrête d'écrire. Un de nos talents d'Auvergne, Cécile Coulon. Merci. Des
Des images prises sur l'ensemble de nos 24 films de la collection Vue d'Auvergne. Vous aurez reconnu à l'instant le viaduc de Garabi, bien sûr les pistes Michelin. Nous avions été les premiers, presque, à part bien sûr les caméras de Michelin, mais ça c'est naturel, à pouvoir pénétrer dans ces fameux toboggans. Enfin moi j'appelle ça les toboggans, mais les Clermontois plus globalement appellent ça les pistes Michelin. Suite de notre soirée exceptionnelle Vue d'Auvergne ce soir, dans cet opéra de Clermont-Ferrand en partenariat avec le cabinet Barthélemy Avocat. J'appelle Olivier Bianchi, maire de Clermont-Ferrand, président de Clermont-Auvergne Métropole. Olivier Bianchi. Merci beaucoup. Je vais commencer de la même manière qu'avec Patrick Poivre d'Arvor, qu'avec Cécile Coulon. Olivier, vous avez dit oui tout de suite aussi à cette proposition. C'est parce que j'ai pas d'agenda de ministre. Ah, c'est pour ça. Ah oui, il a tout entendu. Bon, alors je ne vous poserai pas la question. Peut-être un jour aurez-vous un agenda de ministre. Merci d'avoir accepté de mettre à notre disposition cet écrin culturel qu'est l'opéra. Quand vous étiez... Venez un peu plus dans la lumière, monsieur le maire. Quand vous étiez adjoint à la culture, c'est vous qui avez repensé cet écrin culturel. Oui, enfin, j'avais la charge de suivre avec les architectes le chantier pour le compte de l'ensemble de la municipalité, mais en tout cas, ça nous a fait beaucoup de réunions, et notamment un des enjeux majeurs, c'était d'arriver à concilier un lieu patrimonial avec un lieu qui soit opérationnel pour le théâtre contemporain et les spectacles vivants d'aujourd'hui. Je crois qu'on y est arrivé. Vue d'Auvergne s'attache à montrer le patrimoine dans son ensemble, dans une démarche comme la vôtre, c'est-à-dire celle de vouloir que Clermont-Ferrand devienne capitale européenne de la culture. C'est un label, on va y revenir. Vous œuvrez avec plusieurs personnes, avec plusieurs groupes. Comment nous pouvons, nous, contribuer aussi avec d'autres à œuvrer dans cette logique ? D'abord, comme vous le faites ce soir, avec cette belle soirée organisée avec Vue d'Auvergne et le cabinet Barthélemy, parce que vous faites un choix, c'est de vous mobiliser, parce qu'en fait, la capitale européenne de culture, l'enjeu, c'est de mobiliser tout un territoire. Et c'est d'arracher ce label, en quelque sorte, cette désignation, tous ensemble. Donc, nous avons besoin de vous. Nous avons besoin des talents et des artistes d'Auvergne. Quand on a Cécile Coulon, quand on a Forest VSS et l'orchestre d'Auvergne, vous mettez en valeur nos talents, nos pépites culturelles d'ici. Et puis nous, après, on a un travail qui est un travail de lobbying, puisqu'en fait, en réalité, c'est l'Europe qui va choisir avec des enjeux politiques importants. Vous savez, en France, on a un rapport un peu compliqué à cette capitale européenne. Ça a toujours été une affaire d'État, bien plus que d'Europe. C'est peut-être une leçon, je vois mon prof de droit communautaire quand j'étais enfant, qui est là, donc j'en profite, Madame le doyen, pour lui dire qu'on parle toujours, dans ce pays, on ne parle pas d'Europe, on parle de l'État. Donc Mitterrand a voulu la capitale européenne de Lille. Enfin, d'abord, il y a eu Paris, rappelez-vous, c'était le bicentenaire de la Révolution française. Il y a eu ensuite Lille, parce que c'était pour compenser la fermeture des hauts fourneaux. Quand, à Marseille, pour le président Sarkozy, c'était de mettre en valeur le débat euro-méditerranéen. Donc il y a toujours des grands enjeux stratégiques. Et donc, avec ça, j'essaye de vous dire comment nous allons essayer d'avoir un enjeu stratégique pour gagner dans quelques années. Dans quelques années, on va revenir. En 2023. En 2023. C'est quoi exactement ce label et cette aventure capitale européenne de la culture ? À quoi ça peut servir ? D'abord, je pense que ceux qui l'ont mise en œuvre, c'était pour essayer de construire une Europe de la culture, un peu comme Erasmus pour l'éducation et l'enseignement supérieur. C'est en tout cas un label d'un moment de foisonnement, de concentration artistique, culturelle, dans 2 villes, puisque maintenant on est assez nombreux pour que ça soit deux pays chaque année. C'est aussi l'occasion pour les territoires d'un rayonnement, d'une attractivité, c'est un accélérateur de particules économiques, de création de richesses, formidable. Il faut comprendre que quand vous êtes... Un peu comme l'inscription de la chaîne des puits ? Mais certainement, de toute façon, c'est dans la même. Je crois que ça s'inscrit dans le même processus. Ce processus, c'est que nous devons être fiers de notre territoire.
Ce processus, c'est que je pense que nous devons maintenant comprendre que dans ce monde, nous devons jouer à l'échelle planétaire, à l'échelle européenne. Clermont-Ferrand n'est pas finalement, comment dirais-je, condamné à rayonner simplement sur l'ancienne Auvergne historique ou sur le Grand Massif central. C'est évidemment notre lieu où nous vivons, mais nous sommes complètement inscrits dans le paysage européen. Et d'ailleurs, c'est le cœur de notre candidature, si on peut en dire un mot. Il se passe un phénomène mondial qui est la métropolisation. La métropolisation, ça se caractérise par des villes qui se transforment dans le monde entier, notamment sur ce qu'on appelle les emplois à haute valeur ajoutée. C'est des concentrations urbaines qui concentrent l'enseignement supérieur, la recherche, la culture, les grandes productions intellectuelles et économiques. Ces territoires, ils sont aujourd'hui visibles sur tout le continent européen, alors dans le monde entier, mais sur tout le continent européen. Et ils marquent un certain nombre de villes, y compris moyennes maintenant, comme la nôtre, à l'échelle du monde, moyennes, des villes qui sont en train de passer, pour reprendre notre terminologie clermontoise dans une formule un peu rapide, des cols bleus au col blanc, d'une ville de production industrielle à une ville d'innovation, même s'il y avait déjà beaucoup d'innovation, et une ville créative. C'est une ville où aujourd'hui, vous avez des artistes qui vivent à demeure et qui travaillent et qui fabriquent. Cécile Coulon en est une, dans tous les champs disciplinaires. Et donc, ce que nous essayons de dire, c'est que ce phénomène, c'est comment nous avons été une grande capitale sur l'industrie peut-être du XXe siècle, qui était l'industrie automobile, comment nous serons demain une grande capitale dans l'industrie qui sera celle du XXIe siècle, qui est l'industrie créative. Et donc, nous devons prendre notre place, et la capitale européenne pourrait être le moment de bascule pour affirmer cela, mobiliser les forces et transformer l'image du territoire. Alors là, vous nous expliquez presque la victoire. Et en quoi la victoire? Parce que vous y croyez. Je mène que des combats pour les gagner, moi. Ça, c'est dit. Les forces de Clermont-Ferrand en termes culturels, alors Clermont-Ferrand, mais bien évidemment la métropole. Où sont les forces? D'abord, les forces, elles sont réelles. Il faut aller un peu partout en France pour nous comparer. On a les labels, on les a tous. Le FRAC... on salue Henri Chibré, qui nous fait l'amitié d'être fidèle aux soirées. On va avoir un FRAC magnifique. On a une scène nationale, on a une saison lyrique, on a un des orchestres formation Mozart les plus importants, on a 4 ou 5 grands festivals de dimension internationale. Le court-métrage, évidemment, c'est pas la peine de le dire, Europavox qui va commencer dans quelques semaines, mais les carnets de voyage que certaines villes de l'Ouest breton voudraient nous prendre. Nous avons le FIT, le Festival international des textiles. Je rappelle que c'est un festival qui est une année à Clermont-Ferrand, une année dans une ville du monde. On a eu le Vietnam, on a eu le Mexique. Donc nous sommes complètement insérés, nous sommes membres du réseau Créart, qui regroupe un certain nombre de grandes capitales créatives européennes. Donc on a tous ces labels, toutes ces manifestations. On va avoir demain les dernières grandes structures qui nous manquaient, un lieu identitaire pour la scène nationale, la grande bibliothèque. Je dois vous dire un secret, mais pour l'instant, vous le gardez pour vous. J'ai vu les 5 projets. Je viens enfin de les voir. Et on va avoir, je ne sais pas lequel va gagner. Vous êtes enthousiaste? D'abord, on n'a pas le droit de dire. On n'a pas encore, le jury ne s'est pas encore prononcé. On a 5 pointures internationales et nationales. Et les 5 sont magnifiques. Et on va avoir une bibliothèque à l'Hôtel-Dieu qui sera... Donc peu importe celui qui va gagner, ils sont tous beaux. Ils sont magiques. Vous verrez, c'est vraiment extraordinaire. Et donc vous allez avoir tous ces lieux qui vont venir faire le fourmillement, l'effervescence culturelle. Donc on a des points de force. Après, on a des faiblesses. Alors qu'est-ce qu'il faut renforcer justement ? Il faut profiter de cette occasion pour renforcer la connectivité internationale et nationale de cette ville, ferroviaire, aérienne. Là, c'est vraiment... Monsieur Poivre d'Arvor et Mademoiselle Coulon l'ont dit tout à l'heure. Mais ils ont raison, mais le problème, c'est qu'il faut comprendre une chose. La ligne à grande vitesse Paris-Clermont, c'est 15 milliards d'euros. Les rénovations de la ligne Intercité aujourd'hui, l'État va mettre 650 millions d'euros et ça va à peine résoudre nos problèmes. Donc nous ne pouvons justifier de la part de l'État et de l'Europe des financements de cette ampleur que si nous le justifions. Et aujourd'hui, nous ne le justifions pas assez. Alors, il y a des choses... Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour le justifier ? Et même, il y a plein de choses. D'abord, il faut que nous grossissions, mais c'est le drame de ma vie, donc... mais il faut grossir, et il faut se muscler, plus exactement, c'est mieux. Il faut évidemment réussir à prendre les décisions qui relèvent de nous. Quand vous avez une ligne de tramway, et que vous ne la faites pas passer à la gare SNCF, et que vous n'êtes vous-même pas capable de mettre l'intermodalité,
vous avez un problème. Vous ne pouvez pas expliquer à la SNCF à Paris, quand vous allez voir Pépi, qu'il faut que lui fasse un effort pour le Clermont-Paris. Donc quand nous décidons de construire la ligne B en site propre, cadencée à haut niveau de service, en ligne de bus électrique, nous, on décide de la construire et elle va passer devant la gare et elle ira jusqu'à l'aéroport. Parce qu'évidemment, il faut que ce transport public aille jusqu'à l'aéroport. C'est pour quelle date, ça ? 2025. Vous montrez dedans en 2025. 2025. Merci beaucoup, merci Olivier à tous. Bianchi. Belle soirée. Merci beaucoup. Merci de votre invitation. Avec nous. Restez deux petites minutes. Je regarde l'heure, nous sommes pile dans les temps cette fois-ci. On ne va pas meubler ensemble avec Olivier Bianchi comme j'ai pu le faire tout à l'heure avec Patrick Poivre d'Arvor. L'orchestre est prêt. On se retrouve dans un moment. Orchestre national d'Auvergne sous la direction de Roberto Forez avec des textes dits par Patrick Poivre d'Arvor. Merci. Merci à tous. Roberto Forez, l'Orchestre national d'Auvergne, Patrick Poivre d'Arvor. Roberto, félicitations, merci d'être avec nous et félicitations pour cette belle promotion de l'orchestre, l'Orchestre national d'Auvergne. Il n'en existe que très peu en France. C'est une distinction que vous avez reçue du ministère de la Culture il y a très peu de temps. Bravo. Un mot sur cette distinction ? C'est une distinction qui est surtout très méritée par l'orchestre. Si on voit les parcours de l'orchestre depuis 37 ans, 38 ans, c'est énorme que cet orchestre a fait. Cet orchestre est devenu l'image culturelle musicale de l'Auvergne, l'ambassadrice de cette région magnifique. Et voilà, avec cette label nationale, ça qu'on s'attend d'être encore plus important, plus visible, pour qu'on soit tous dans cette région, c'est un territoire très fier de ce groupe de musiciens. On l'entend un petit peu. Oui, on peut applaudir. On l'entend un petit peu à votre accent. Vous n'êtes pas forcément né en Auvergne. Non, mais presque. Mais presque. Et vous y vivez aujourd'hui. On a beaucoup parlé d'Auvergne ce soir. Patrick a des attaches avec l'Auvergne, il nous l'a redit. Qu'est-ce qui vous plaît, vous, Roberto, en Auvergne ? En Auvergne, c'est ces gens qui me plaisent. C'est la vie qu'on peut mener ici et partager tout ça avec les gens qui sont tellement ouverts et normaux. Voilà, c'est ça. Très simple. Vous vous produisez souvent avec les musiciens ici, et je vous remercie, je vous salue mesdames, messieurs. Vous produisez ici. Il y a quelque chose de particulier dans ce théâtre ? Mais surtout dans ce théâtre, dans tous les théâtres. Puis on dénomine historique, on a l'ambiance, on a les saveurs, voilà, de la musique qui s'est passée, du théâtre qui s'est passé ici depuis la fin du 19e siècle, quand ce théâtre s'est ouvert. Et tout ça, ça nous inspire et on le respire. C'est très important pour nous, l'entourage. Merci beaucoup. Un dernier mot avec Patrick Poivre d'Arvor. On pense à quoi quand on récite de si beaux poèmes d'amour et que l'on a tous ces grands musiciens qui sont juste à côté de vous ou derrière toi ? Oui, c'est vrai qu'il y a un mariage des mots et des notes qui fait qu'à un moment donné, on est assez proche du violoncelle, par exemple. La voix humaine, c'est certainement l'un des instruments les plus proches du violoncelle. Donc on est tous ensemble, on les entend, ils sont derrière moi. Chacun travaille d'une manière extraordinairement minutieuse. Roberto est un grand chef de ce point de vue, vraiment, parce qu'il sait mettre en vibration tout ce monde, et puis on est heureux. Puis on célèbre l'amour. Alors ça, c'était l'amour fin 19e, vous voyez, on vous parlait toujours des légendes antiques, mais ça n'a pas trop changé, pas tellement en tout cas, et pas ici.
Merci beaucoup. Je vais demander à Philippe Atto de nous rejoindre. Je vais demander à Cécile Coulon de nous rejoindre. Malheureusement, Olivier Bianchi a dû partir et le regrette fortement. Il nous a dit de vous saluer tout à l'heure dans la coulisse. Merci à tous. Merci Cécile. Bien Cécile, merci beaucoup. La prochaine soirée Vue d'Auvergne, c'est le 2 juillet au château de Pont-Gibaud. Vous pouvez le noter et n'hésitez pas à nous rejoindre sur cette collection, sur les soirées d'exception Vue d'Auvergne. Merci bien sûr au cabinet Barthélemy qui nous a fait confiance. Il est où, Monsieur Pato? Il arrive, voilà. Philippe, merci beaucoup. Merci à l'orchestre d'Auvergne. Un dernier mot, Philippe? Non, j'ai passé une soirée magnifique. Je pense que mes associés, Jacques, vous avez passé une belle soirée. Michel, nous avons passé une soirée extraordinaire. J'espère que vous tous avez passé une soirée extraordinaire. L'excellence, la beauté, la magie, la grâce. Merci messieurs, merci mesdames. C'est une très belle soirée pour moi en tout cas. Merci à tous. On se retrouve autour du cocktail, photo finale et générique final. Merci. Et vive la poésie, vive la musique. Bravo Cécile.